Alors, nous donnons la parole au docteur François Jolin, qui va nous parler de SafeTeam Academy. Non, il doit me laisser la place, il est en train de préparer. Écoutez, merci beaucoup pour votre invitation. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci, Monsieur Joannet, professeur Joannet, pour votre invitation. Écoutez, je suis honoré d'être là, c'est la première fois. Je remercie aussi pour l'hommage qui a été fait au début de la séance, parce qu'une partie de ma famille se trouve actuellement au Moyen-Orient, confrontée à ces difficultés. Donc, c'était un peu inattendu, donc merci. Et puis, comme j'ai l'honneur de terminer cette séance, je vais profiter des propos qui ont eu lieu avant, ça va me faire gagner du temps, et je pense notamment à certaines interventions sur qu'est-ce qu'un bon chirurgien. Alors, je m'appelle François Jolin, je suis historiquement de formation initiale, je suis mathématicien. Je me suis reconverti il y a plus de 10 ans en médecine. Je me suis pas mal intéressé à la biologie transcriptomique. J'ai notamment étudié les combinaisons de signaux cellulaires au niveau de l'expression génique et en particulier sur des pathologies respiratoires type virus respiratoire. C'était avant la pandémie et je trouvais que ça n'avait pas forcément autant d'intérêt que ce dont je vais vous parler. C'était avant la pandémie, donc voilà, je peux me tromper. L'avenir me le dira. En tout cas, j'ai eu la chance de pouvoir faire beaucoup de simulations par rapport à mes collègues de promo et ça m'a pas mal influencé. J'adore la chirurgie, j'aime toutes les chirurgies et c'est pour ça que je suis devenu anesthésiste. Et de temps en temps, j'ai l'occasion, enfin maintenant moins souvent, de repasser de l'autre côté du champ pour justement voir un peu comment ça se passe. Donc là, je suis en rouge avec le calot. Il y a écrit François anesthésiste. Donc là, c'était pour apprendre à cannuler pour des situations particulières. En pratique, je suis investi aujourd'hui dans une mission qui est d'améliorer la qualité et la sécurité des soins. Cette mission, elle prend deux formes. Une forme associative qui s'appelle Facteur Humain en Santé. Vous avez une photo en haut du premier colloque qu'on a organisé à la région Île-de-France. Et une activité entrepreneuriale qui développe deux plateformes. Patient Safety Database, qui est une plateforme de reporting anonyme et gratuite, et SafeTeam Academy, qui est un organisme de formation dont je vais un peu vous parler. J'ai accessoirement une activité de médecin aéronautique et je fais des expériences en microgravité, mais c'est anecdotique. Dans les 20 prochaines minutes, je vais vous parler de la Patient Safety Database, parce que c'est un point d'entrée dans l'histoire de SafeTeam Academy. Et puis, on va parler aussi des compétences non techniques et des outils de fiabilisation, des sujets qui ont déjà été un petit peu évoqués, donc je rentrerai dans les détails concrètement. Quand je rentre en médecine, je fais un constat que le système de santé a évolué et qu'il n'est pas tout à fait comme sur la photo. Mais pourtant, il y a quand même pas mal de choses qui restent culturellement assez similaires. Je découvre aussi que les malades se sont complexifiés. Les malades sont beaucoup plus malades. Les techniques de soins sont plus complexes. S'ajoute à ça une révolution numérique. Le support de l'information a changé. On est passé du papier au numérique. Et ça transforme toute la société. Et puis, il y a des générations nouvelles qui sont sur le plan du management un peu différentes. Moi, je fais partie de la génération Y. Et vous rajoutez par-dessus tout ça une pandémie. Et donc, vous avez un système de santé qui, globalement, est un petit peu déstabilisé. Ça a des répercussions pour les patients et pour les soignants. En termes de sécurité pour les patients, on a une accidentologie qui est assez forte. Vous avez l'étude ENEIS 3 qui est sortie, qui montre qu'il y a entre 50 000 et 130 000 événements indésirables associés aux soins évitables en France par an. Donc, à côté d'une pandémie, on n'est pas mauvais. Qu'il y a malheureusement pas beaucoup de formation en gestion des risques et en facteurs humains. Quand il y en a, c'est souvent des santé publicistes qui connaissent pas forcément le terrain. Et puis, il y a bien sûr un problème de taille, c'est qu'il y a 1 100 000 soignants en France. Et quand on regarde la formation par simulation, qui est aujourd'hui un des outils les plus utilisés dans les industries à risque, la Sofrasim recense 69 centres de simulation. Et j'avais fait un calcul, il faudrait 400 ans pour que tout le monde puisse passer une fois sur une séance de simulation. Donc, clairement, on n'a pas le temps. Et puis,
quand ils passent en simu, malheureusement, ils sont pas non plus très disponibles puisque faire une séance de simulation, c'est débloquer un soignant une journée. Alors aujourd'hui, il y a un problème de ressources humaines. Donc, on est confronté à une situation un petit peu compliquée. Ce qui m'intéresse, c'est pas forcément l'erreur. Alors, c'est un sujet de discussion, l'erreur en chirurgie, l'erreur en médecine. Et c'est passionnant parce qu'on peut s'intéresser aux biais cognitifs, on peut s'intéresser voilà, au raisonnement, aux erreurs et tout ça. Mais je pense que le vrai sujet, c'est comment on rend le système de santé fiable. Quand on regarde dans d'autres industries, il y a essentiellement trois grandes vagues. Les deux premières vagues sont assez concurrentes en santé. D'abord, les progrès techniques. On construit des moteurs d'avion qui résistent à des tonnes d'eau, à des avions, à des oiseaux. Ben, nous, c'est pareil. On a la chirurgie robotique, des chimiothérapies, de l'immunothérapie. Vous avez les processus de standardisation. Aujourd'hui, vous prenez l'avion pour faire Paris-Bastia ou Paris-New York. Vous allez passer globalement par des étapes assez standards, un peu comme un patient qui se fait opérer à Bastia ou à Paris. Il va passer par des étapes assez standards. Donc, c'est cette standardisation qui fait aussi qu'on peut opérer un grand nombre de malades et ça participe évidemment à l'amélioration de la performance. Et puis, le troisième point, c'est celui vraiment sur lequel j'investis aujourd'hui avec d'autres personnes de la force, de l'énergie, c'est vraiment de devenir une organisation de haute fiabilité et d'avoir un point sur les acteurs de première ligne pour justement améliorer le système de santé. Alors concrètement, on parle de quoi? On parle au départ d'une plateforme de reporting qui s'appelle Patient Safety Database. Dans la plupart des industries à risque, le retour d'expérience fait partie des leviers majeurs pour améliorer la sécurité. Les pilotes de chasse ont des carrières assez courtes, ils passent pas beaucoup de temps en vol et en fait, ils passent leur temps au sol à lire des reportings. L'idée, c'est quoi? C'est d'apprendre des erreurs des autres, bien sûr de ses propres erreurs aussi, puisque contrairement aux pilotes, nous, on survit après l'accident. Et puis, l'idée, c'est bien sûr de faire du système de santé une organisation apprenante. Cette histoire, elle commence et elle a été influencée, donc avec Frédéric Martin, elle a été influencée par Martin Bromilet, qui est un pilote de ligne anglais qui a perdu sa femme dans une chirurgie de polypose nasale qui était impossible à intuber et à ventiler. Et en fait, elle est décédée donc d'une opération de routine. Il a fait une vidéo qui s'appelle Just a Routine Operation. Et au lieu de porter plainte, il a essayé de mettre la lumière sur qu'est-ce qui s'était passé. Et donc, il a vraiment partagé son expérience qui, lui, en plus, est assez forte puisqu'il a perdu sa femme. 2 enfants au passage. Le système de déclaration des événements indésirables qu'on voit à l'hôpital, il est souvent pas terrible. Et donc, l'idée c'était de créer un chatbot qui soit assez interactif et qui permette aux soignants, aux chirurgiens, en l'occurrence ici une photo du chirurgien cardiaque qui déclare, de raconter le plus possible son expérience pour la partager. On a écrit plus d'une vingtaine de rapports, donc on appelle des Patient Safety Reports, qui sont gratuits, anonymes et téléchargeables. Plus de 300 000 téléchargements, donc apparemment ça plaît. On a plus de 4000 retex. Et en fait, c'était surtout une base de scénario pour apprendre énormément. Moi, j'ai appris beaucoup de choses dans tout ça, des situations que j'ai jamais vécues, mais quelque part, je les ai vécues en les lisant. Un exemple, une plaie cardiaque à l'incision qui aurait pu être évitée si on avait, par exemple, réalisé un briefing sur le patient qui était un patient rédux, donc avec un péricarde fibrosé collé au sternum. Et donc, au moment où on ouvre le sternum avec la cisternale, on fait la plaie du VD, sauf si on a pu cannuler, faire une décharge VD en faisant une cannulation pour anticiper, qu'on a regardé les imageries pour voir la distance entre le péricarde et le sternum, mais ça, il faut y penser. Poser un pacemaker, mais en fait, il marche pas. Et puis, bien sûr, des choses qu'on a tous plus ou moins expérimentées de près ou de loin, oublier un corps étranger, ça, c'est un exemple. Et c'est à partir de cet exemple-là que Safety Academy est né, avec une preuve de concept. Donc, globalement, si on résume, on a globalement un besoin global qui est pour les soignants de se former massivement, dès que possible, parce que le sujet, c'est maintenant, de trouver des nouveaux formats, parce qu'il y a aussi un sujet du nombre et puis un sujet de disponibilité. Prendre en compte la contrainte informatique et hospitalière. On a eu l'occasion de voir ChatGPT. Je rappelle qu'à l'hôpital, il n'y a pas toujours le Wi-Fi. Donc, technologiquement, on a aussi des contraintes informatiques qui sont importantes. Développer le travail en équipe. Et puis, bien sûr, l'objectif pour les patients, c'est de diminuer la sinistralité et de ressortir en meilleure santé qu'en arrivant. Donc, on a créé un nouveau système de formation. Et donc, c'est ce que je vais vous présenter rapidement. Alors, on a la prétention d'introduire la définition. C'est un contexte qui est dans la simulation numérique. En fait, on a créé la vidéo simulation.
Donc, la vidéosimulation, c'est quoi? En fait, on utilise la puissance du cinéma pour apprendre et on met en scène des situations de soins qui sont simulées. On essaye de faire le plus souvent de la routine parce que c'est ce qu'on fait tous les jours, mais on s'autorise aussi à faire des situations de crise et on essaye de faire interagir l'apprenant, en l'occurrence le professionnel de santé, avec le film, avec des moments clés et de développer justement une réflexivité sur le travail. Donc concrètement, c'est quoi? C'est des films immersifs, interactifs, qui sont tournés à la première personne. Donc vous avez, je vais vous montrer après quelques exemples, et qui sont pour objectif de former avec les contraintes qu'on connaît, peu de disponibilité et en même temps une nécessité. L'histoire, elle commence en 2018, quand on fait la première formation sur la checklist. C'est la première formation dans le monde sur la checklist, donc on a beaucoup voyagé. En haut à droite, c'est une photo avec Bill Clinton parce qu'il a été à l'instigation de cette checklist en fait indirectement en initiant le rapport To Air is Human, qui ensuite débouchera sur des études et les travaux d'Atul Gawande, un chirurgien qui va piloter justement le premier groupe sur la checklist opératoire. Et puis on fait notre preuve de concept pendant la pandémie. Avant la pandémie, on devait expliquer ce que c'était le e-learning. La pandémie nous a aidés puisqu'on n'a plus besoin de l'expliquer. Et puis, on fait une levée de fonds l'année dernière et du coup, on développe justement plus de choses. On a formé l'année dernière plus de 5000 personnes. On travaille avec différentes structures à l'international. On développe aussi des partenariats avec des entreprises industrielles ou des hôpitaux. Et c'est un peu de ça dont je vais vous parler. Là, ici, vous voyez, alors l'origine du nom sur Safe Team, c'est tout simplement que la safety, à mon sens, et enfin pas que au mien, repose sur le travail en équipe. Il y a une remarque tout à l'heure qui a été faite. En fait, les pilotes d'avion, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, pilotaient mieux que les pilotes d'aujourd'hui. Mais c'était des pilotes solitaires. C'était les rois de l'Atlantique. Les pilotes d'aujourd'hui pilotent moins bien que les pilotes de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est des personnes coopérantes. Ils sont beaucoup plus coopératifs. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ce shift, il faut qu'il arrive aussi en santé, et il arrive. Et je pense que le jeune collègue qu'on a sont plutôt dans cette dynamique-là. Je reviens sur Safe Team Academy. Vous voyez en haut donc le début du catalogue. La checklist, c'est donc notre premier parcours. Et vous voyez, il y a six icônes vertes. C'est l'iconographie de la checklist en anglais de l'OMS. Et vous voyez, il y a 4 parcours en français, puis 2 en anglais. Les 4 parcours en français, c'est un parcours pour l'anesthésiste, le chirurgien, l'IA, et l'IBOD. Donc, parce que l'idée, c'est de former des équipes, c'est pas de former des individus. C'est vraiment le levier sur lequel on doit jouer. Alors concrètement, c'est quoi? C'est les outils sur lesquels on veut développer les connaissances. C'est des outils de communication structurée. Vous avez par exemple le SAED qui est inspiré du SBAR pour Situation, Background, Recommendation et Assessment et Recommendation. Donc là, c'est le SAED que la HAS met en avant. La checklist OMS dont on a un petit peu déjà parlé. Et puis là, on a par exemple publié dans un journal international une étude sur les transmissions en salle de réveil aussi avec un outcome patient. Pareil pour améliorer justement, structurer les échanges. Et à chaque fois, ce qu'on suggère, c'est de faire comme en aéronautique, d'avoir une personne qui lit. Maintenant, il ne s'agit pas de faire comme en aéronautique partout, puisqu'on a une activité qui est très différente de l'aéronautique. Alors, on a illustré ça. Donc là, vous avez un exemple. Côté anesthésie, on peut faire la checklist. Ouais, là, vous êtes dans la pause. Donc, c'est bien Madame Labi Maria, c'est ça, qui vient exact. Chromotofixation et un kyste à l'ovaire droit. Donc, chacun confirme. Au niveau de l'installation. Pour nous aussi, ouais, c'est bon. C'est bon? Ouais. L'installation est correcte? C'est correct pour nous, même. Ça marche. On a tous les documents en salle. Au niveau de l'imagerie. Côté anesthésie, nous, vous avez ce qu'il faut. on avait son scanner et tout, il n'y a pas de souci. Je reviendrai sur un autre exemple plus loin, parce que celui-là, c'est notre premier film, donc il était un peu, au l'EPAC, il était un peu particulier. Un autre exemple qu'on peut introduire dans la formation des futurs chirurgiens et même des chirurgiens actuels, c'est quels sont les temps critiques. On a à gauche une photo qui, je pense, vous parle clairement, qui est considérée comme un temps potentiellement comme un temps chirurgical critique, et celui de droite qui est pas du tout considéré comme un temps chirurgical critique, mais pourtant il l'est tout autant, parce que c'est là qu'on va décider, c'est là qu'on va vérifier le côté, l'intervention, l'opérateur, les allergies, le risque d'intubation difficile, le risque d'inhalation, la gestion du risque de saignement et en particulier ce qu'on peut anticiper. Donc en fait, on voit que les représentations sont pas forcément claires au départ. Les distractions, c'est un risque.
Et dans l'aéronautique, ils s'y sont intéressés et dans toutes les organisations à risque qui sont pluriprofessionnelles et qui ont développé des approches ergonomiques, ils se sont intéressés à ces questions-là. Là, vous avez pas mal de crashs qui ont été étudiés où en fait, ils parlaient de concessionnaires et de politique à des moments critiques. Et donc, c'est là qu'est né le concept de cockpit stérile. Alors, c'est étonnant qu'en aéronautique, ils aient pris cette appellation, mais ils ont appelé ça comme ça. Et donc, c'est des zones dans lesquelles on a entre guillemets, interdiction de parler d'autre chose que de l'opération en cours. Donc, si vous mettez un malade en DV, par exemple, sur une chirurgie du rachis, eh bien, la mise en DV, c'est une situation critique. Donc, on considère qu'il faut peut-être pas discuter de ce qu'on a vu hier au cinéma pendant qu'on fait ça. Même si en pratique, c'est pas très intellectuellement complexe de mettre quelqu'un sur le ventre. Le contrôle croisé, c'est un autre exemple. Alors, on n'a pas toujours en santé les ressources pour faire du contrôle croisé. En aéronautique, ils ont pas le choix, c'est réglementé. Donc, ils ont ce qu'on appelle un PF et un PM, le pilote qui pilote et puis le pilote qui monitore. Et c'est très réglementé, c'est-à-dire que le pilote qui monitore, par exemple, c'est lui qui fait le collationnement, donc le read-back clearance avec l'Air Traffic Control, ATC. C'est lui qui collationne à la tour de contrôle les informations pour que celui qui pilote soit au niveau de la charge mentale allégée. Ça marche quand on est seul aussi parce que, par exemple, vous avez les pilotes du Shinkansen, donc là, c'est le train japonais, qui font ce qu'on appelle du pointing and calling. Donc, c'est une manière de ralentir, de décélérer sur le mode automatique qui peut générer des erreurs. Et donc, on a introduit cette idée-là en santé avec Frédéric Martin. Typiquement, vous avez une infirmière qui vous fait ça, il faut lui dire kétoprophène, 100 mg, 4 ml. Il n'y a pas besoin d'être médecin ou chirurgien, n'importe qui sait lire peut lui dire ça. Pourquoi? Parce qu'on travaille dans un monde dangereux où le design visuel est pauvre. Vous avez ici du thiopental et de l'augmentin qui se ressemblent terriblement et qui en plus ont été mis dans un même bac sans faire exprès. Vous mettez de l'augmentin alors que c'est du thiopental, vous revenez 10 minutes pour voir si l'antibiotique passe bien, la personne est décédée. Donc ça peut être assez dangereux. En aéronautique, ils ont bien réfléchi à ces questions d'ergonomie et typiquement pour une action critique qui est descendre le train d'atterrissage, qui est bête, mais si vous ne descendez pas au moment d'atterrir, ça se passe pas bien. Bah, la forme du train d'atterrissage, c'est un train d'atterrissage. Même réflexion pour les flaps. Les flaps, c'est une partie des ailes qui permet de voler en vol lent pour éviter de décrocher. Donc, typiquement, au moment du décollage ou à l'atterrissage, vous mettez pas les flaps, votre avion, il met 10 km pour atterrir. Donc, il finit mal. Un autre exemple que j'aime beaucoup pour la santé, c'est le briefing TEM pour Threat and Error Management. Donc, c'est un briefing anticipatoire. Et c'est qu'on peut aussi décrire comme un briefing contextuel. J'ai eu l'occasion de faire des expériences d'observation en vol. J'ai fait Paris, Genève, Genève-Paris. C'est pas du tout le même briefing parce qu'à Genève, il y a des montagnes. Donc, c'est des risques différents. Alors, je vous montre un exemple en chirurgie qu'on a filmé récemment. C'est bon? Est-ce qu'on peut faire le time out maintenant? Ouais. Oui. OK. Là, vous avez un chirurgien Oui. qui va Je suis prête. faire le deuxième temps. Il s'agit bien de Monsieur François Baudouin. Donc, il Ouais. vérifie Une segmentectomie, une lingulectomie. À gauche, on a les images en salle. On a fait le briefing sur la planification 3D. Il y a bien une artère, une bronche et une veine. C'est un segment, donc on a le risque de conversion, quoi. Est-ce qu'on a tout en salle pour convertir? Oui, il n'y a pas de souci. Oui. On a le plan, Le clan Là, il fait son pointing and calling. le carré du secteur, et le ciseau. les ciseaux, ouais. Les capteurs, Les monicas les sont faites. monicas, ok, pour comprendre. Et puis après, on a un tampon. Oui. Ok, si jamais il y a un souci, le robot, il va être déplacé de ce côté-là. Donc là, il Très bien. anticipe une potentielle Le verrouillage a été vérifié. Elle est dans le tiroir, j'ai vérifié ce matin. Ok. C'est bon pour vous, les anestes? Oui, il est bien exclu, aspiré, recurarisé. Il a une antibioprophylaxie. On peut assister? Qui est l'ami appelé en cas d'urgence? L'ami appelé, c'est Jean-Marc. Le téléphone, il est sur l'ordinateur. Je confirme Il a avoir le été- numéro. Ouais, il a été appelé, il est en garde. Donc, c'est bon? Oui, de mon côté, c'est bon. Ok, incision. Là, en gros, vous avez juste vérifié que vous aviez accroché votre parachute avant de sauter. Ça prend 1 minute. Mais vous avez anticipé énormément de risques, en fait. Ces compétences dont on parle, c'est les compétences non techniques. Pour devenir pilote, c'est 60% des compétences. Vous avez envers les 2 compétences liées au pilotage automatique, pilotage manuel, et les connaissances, procédures et leur application. Et vous voyez, donc ça, c'est 4 compétences sur 10.
Les 6, ce sont prise de décision, gestion de la charge de travail, conscience de la situation, leadership et travail en équipe, communication, et au centre, connaissance de soi. Connaissance de soi, c'est par exemple connaître ses signes de fatigue, connaître ses signes de stress et savoir les gérer. Alors vous allez me dire, conscience de la situation, ça paraît un peu vaporeux. Voilà des comportements observables qui sont le témoin direct sur une approche ergonomique, c'est-à-dire approche analyse du travail, de la compétence conscience de la situation. Collecte les éléments du contexte, c'est un comportement qu'on peut observer pour justement améliorer sa conscience de la situation. Est-ce que vous pouvez conclure? Je vais conclure. Les usages de la self-team, ils sont multiples. On a créé un outil qui est en fait très polyvalent. Les gens choisissent une thématique, ils font une session en e-learning. C'est comme le cinéma, on discute du film après l'avoir vu. On a créé un nouveau format aussi de débriefing. Ces débriefings par rapport à la simulation sont très organisationnels. Donc c'est intéressant parce que ça permet d'aborder l'organisation de soins. On a plein d'usages différents. Les pompiers l'utilisent pour leur formation. Les hôpitaux font des journées blanches pour former tout un bloc à la checklist, par exemple. Des centres d'urgence ou de rayon. Là, c'est un CHU, par exemple. Vous avez des chirurgiens qui ont fait des retours d'expérience à la suite de la formation. Voilà des exemples de phrases qu'ils vont mettre sur la plateforme comme piste d'amélioration. Donc, vous voyez, on introduit ces concepts-là et je pense que ce qu'on ressent dans ces écritures, d'ailleurs, c'est, vous voyez, à un moment donné, la charge de travail et le peu d'accès au bloc obligent à condenser les programmes et faire plusieurs choses en même temps. On sent cette difficulté organisationnelle d'être à la fois d'astreinte, de consulte et de bloc, parce que des fois, les temps d'accès au bloc sont compliqués. On a créé nos premiers films, on développe des films maintenant en partenariat. On a évidemment, avec le CESITEC, par exemple, créé des choses avec l'Agence régionale de santé, le CHU de Rouen, vous avez vu un exemple. La conclusion, elle est simple, c'est qu'on a un monde de santé qui est en rupture, une organisation à risque qui s'ignore comme une organisation à risque. Et tout l'enjeu, c'est de passer aujourd'hui de pourquoi on s'est planté à comment on réussit. C'est-à-dire vraiment introduire les outils de la réussite, de développer ces comportements efficaces qui, je pense, sont la dextérité, mais aussi les comportements de coopération. Et on a eu une illustration précédemment. Et voilà, donc nous, on a amené juste un nouveau contexte. Je ne sais pas si j'allais être réinvité, donc je me suis permis une petite provocation. Ça, c'est une photo, vous connaissez le roi est mort, vive le roi. Et donc, j'avais envie d'introduire cette provocation-là, suite à ce qui a été dit tout à l'heure. C'est vraiment, je pense, le centre, l'avenir. Le pilote, entre guillemets, est pilote, mais il n'est pas tout seul, quoi. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors, est-ce que vous avez des questions, cet orateur provocateur? Oui. C'était très intéressant, bien sûr. Et on connaît un peu la musique parce que, mais très peu, et on joue très mal parce qu'on est invité par nos organismes de formation, notamment pour les digestifs, la Fédération de chirurgie viscérale et digestive. Vous vous inscrivez vis-à-vis des organismes d'accréditation. Et ils sont revenus. Partenaire. Ouais. Collaborateur. Et est-ce que j'ai deux questions et comment vous inscrivez sur la certification? C'est que maintenant les médecins vont être certifiés. Mm-hmm. Alors il y a tous ces aspects qui existent déjà dans l'accréditation. Et puis il y a l'aspect rapport avec le patient. Ça c'est nouveau pour les médecins. Ça va faire partie des 4 briques. Expérience patient. Voilà. Et la santé du médecin. Vous avez appréhendé un peu ça ou pas encore? Bien sûr. Bon, l'expérience patient, c'est effectivement le sujet du moment. Quand on voit les critères de la certification HAS, c'est un tiers, quasiment. Donc, effectivement, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. On a créé avec la PHP un parcours pour ça, pour améliorer l'expérience patient sur la RAC et sur une filière de chirurgie. Mais on a aussi créé des parcours sur la bientraitance en EHPAD, donc on n'est vraiment pas ciblé sur la chirurgie spécifiquement, et on envisage même de créer des scénarios pour les directeurs d'hôpitaux, parce qu'ils ont tout à gagner aussi de connaître ces sujets-là, de gestion de la charge de travail, de communication sécurisée, de travail en équipe. C'est aussi des gens qui gagneraient à avoir ces compétences-là, qui ne sont pas aujourd'hui non plus transmis à l'EHESP, et pour lesquels on a probablement aussi des choses à faire, parce qu'il y a un clivage entre les soignants et les administratifs qui est peut-être aussi en partie lié à une difficulté de comprendre l'autre.
les objectifs de l'autre. Donc, voilà. Pour la partie accréditation, nous, on a des programmes qui s'inscrivent là-dedans. Après, c'est l'accréditation à la gestion des risques. C'est des choses très spécifiques. Voilà. Et est-ce que vous avez des programmes concernant la prévention de l'infection du site opératoire? Parce que c'est un sujet qui finalement n'est pas encore vraiment résolu dans un certain nombre de spécialités chirurgicales. Je pense que là, j'ai pas. En fait, ces expériences-là m'obligent à découvrir énormément de choses. L'hygiène fait partie des thématiques que j'ai découvertes a posteriori, parce que en fait, les chirurgiens sont un peu mieux formés à l'hygiène que peut-être certains. Et en tout cas, les orthopédistes avaient initialement beaucoup travaillé sur ça. Mais c'est vrai que dans nos études de médecine, bon, se laver les mains, c'est pas un truc très compliqué. On nous l'apprend pas vraiment, en fait. Enfin, aujourd'hui, je sais pas, mais moi, durant ma formation, j'ai pas eu de formation là-dessus. Et les infections de site opératoire sont un sujet. Ça reste un sujet, bien sûr. Des questions? Oui, j'aimerais bien intervenir, Hubert. Pierre Levalet? Oui, j'ai été pendant 6 ans à Orthorisque, représentant des adhérents. J'ai participé à l'élaboration de tout ça, y compris avec le syndicat des chirurgiens orthopédistes. Et vous savez qu'en orthopédie, on est particulièrement intéressé par le problème des risques, puisqu'on est les premiers à être mis en cause dans la responsabilité. Moi, j'ai une chose qui m'a toujours étonné, c'est comment on peut évaluer le nombre d'accidents évitables. Première question. Alors, j'en pose une deuxième. C'est pas une deuxième, c'est une constatation. C'est que le retour d'expérience est capital, mais la base REX de l'HAS, qui a été constituée, elle n'est basée que sur le privé, parce que les médecins hospitaliers n'ayant aucun intérêt à rentrer dans une démarche d'accréditation, puisqu'ils n'ont pas de remboursement de la prime. À Orthorisque, il y a 85% à 90% de chirurgiens libéraux. Et il n'y a pas plus d'accidents en libéral alors faire des statistiques. Et en plus, les déclarations d'événements indésirables qui servent de base, c'est limité parce que personne n'a le temps de les étudier, etc. Et c'est limité à un événement par chirurgien par an lors de son bilan. Alors, comment faire une statistique avec une base de données aussi fausse, ça me paraît totalement illusoire. Et enfin, la checklist, par exemple, ça dépend de l'application qui en est faite. Et il y avait une étude canadienne. Les Canadiens sont très très forts parce que c'est eux qui nous ont donné cette culture de la gestion du risque. Elle était importée essentiellement du Canada. Eh bien, j'ai eu la curiosité de regarder qu'après, ils se sont rendus compte que la checklist, ça pouvait être source au contraire, d'augmentation du nombre d'accidents. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens abandonnent la culture, abandonnent la conscience professionnelle personnelle pour se consacrer à la procédure. Et il faut donc, et la checklist, ça marche très très bien quand elle est complètement intégrée par chacun dans l'équipe. Voilà. Oui, je suis d'accord. C'était pas une question, donc, mais un commentaire. Bernard Cron, une question. J'ai écouté l'accréditation. Il y a une loi qui a été votée en juillet 2021 pour créer le CNP pour l'accréditation. J'ai regardé un peu l'organigramme. C'est effarant le nombre d'associations, de sociétés savantes et de participants. On est en train de tourner complètement à une médecine suradministrée. Dans les hôpitaux, je l'ai déjà dit, on a 34% d'administratifs contre 22% en Allemagne. Bientôt, on pourra même plus lever le doigt pour prendre son bistouri ou son célioscope. On est en train de tuer un système qui était élitiste et qui marchait bien à l'époque où il y avait des concours. J'en ai parlé tout à l'heure pour l'internat. L'internat de médecine générale va passer à 10 ans. C'est reconnaître qu'on forme mal nos médecins. Les doyens devraient se réveiller, à moins qu'ils ne soient complices de ce système. Je suis désolé de faire une intervention un petit peu violente, mais je suis un petit peu ulcéré par cette évolution du système de santé, alors que l'académie, société de pointe, et devrait veiller justement à réintégrer la qualité dans la formation de nos étudiants. Merci Bernard, merci. Y a-t-il d'autres questions? Merci François Jolin. Merci à vous. Merci d'être venu et à bientôt. Je serai un invité alors. Okay.